de 30. On va essayer de faire un petit peu plus punchy. Donc merci au groupe, Kinésithérapie respiratoire, un groupe qui a une belle vitalité, hein, de me donner l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet-là. Et puis comme, tu l'as justement dit William, c'était le sujet de ma thèse et donc du coup, je vais essayer de vous montrer que, ce sujet, c'est un sujet, qui est un sujet d'intérêt, pour, les kinésithérapeutes et donc je vais essayer de vous en convaincre au cours des minutes qui vont suivre. Alors le point de départ finalement de ma thèse, de la programmation de recherche, qui a été la mienne sur les dernières années, c'est, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, ici on a un public, de spécialistes, donc je ne vais pas, vraiment, revenir en détail sur ce qu'est, la BPCO. Je pense que tout le monde, sait ce qu'est la BPCO, mais je pense qu'il est toujours, utile tout de même, de rappeler que c'est une pathologie avec une prévalence qui est extrêmement élevée. 400 millions de personnes sur terre touchées par cette pathologie, 3 millions en France, environ 400 000 personnes en Belgique. C'est toujours intéressant d'avoir des ordres de grandeur, prévalence élevée et puis des conséquences qui sont importantes également, puisque selon les chiffres 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, c'était la troisième cause de mortalité à l'échelle planétaire, ce qui situe bien l'impact de cette pathologie. Donc la BPCO, c'est une pathologie qui va se caractériser évidemment par des symptômes respiratoires qui ont un impact important et le symptôme cardinal, le symptôme central de la BPCO, c'est la dyspnée. Donc cette perception anormale et désagréable de la respiration qui est éprouvée par 70 à 95 des personnes souffrant de BPCO, selon les études dont on dispose. On retrouve évidemment d'autres symptômes comme la toux, l'encombrement bronchique ou encore la respiration sifflante. Et tous ces symptômes respiratoires-là vont avoir, des impacts qui vont être, importants dans les activités, de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, ce sont toutes les tâches qui sont indispensables pour chacun et chacune, afin de mener une vie autonome, une vie, indépendante. Et du coup, la BPCO et ses symptômes, va rendre, un certain nombre, de ces activités de la vie quotidienne, problématiques, voire impossibles de réalisation. Et donc ceci, fréquemment cumulé à des facteurs psychologiques, va donc faire que les personnes atteintes de BPCO vont avoir une qualité de vie, qui est significativement altérée. Bon, alors au-delà des atteintes, respiratoires, on sait aussi que la BPCO, elle est associée avec, des fréquentes et variées atteintes, extra-respiratoires qu'on appelle aussi, les comorbidités. Donc parmi les comorbidités les plus, prévalentes dans la BPCO, on va retrouver, l'hypertension, pathologie coronarienne, l'arthrose ou encore, l'atteinte, au niveau musculaire. Donc la présence des comorbidités, il faut bien voir que dans le cadre de la BPCO, c'est doit être vraiment considéré comme la norme puisque, la présence d'au moins une comorbidité est reportée comme étant quasi systématique, dans le cadre, de la BPCO. Et les études nous montrent aussi qu'environ, une personne BPCO sur 2 présenterait 4 comorbidités ou plus. Donc dans ce contexte de comorbidité à la fois extrêmement fréquente, mais aussi extrêmement variée, il y a des recherches qui ont été menées sur d'autres comorbidités potentielles et ainsi, sur une atteinte, au niveau, de l'équilibre ou du contrôle postural dans le cadre de la BPCO. Alors avant, de regarder vraiment, ce qu'on retrouve comme preuve dans la littérature sur ce lien entre le contrôle postural, et la BPCO, je pense qu'il est, peut-être intéressant de débuter cette partie-là par quelques définitions, parce que autant on est, sûrement, ici des spécialistes, du domaine respiratoire, mais qu'on se mette d'accord sur, de quoi on parle en termes de contrôle postural. On entend donc par contrôle postural, l'acte ou la compétence qui va viser à atteindre, restaurer ou maintenir un état, d'équilibre durant toute posture ou activité, donc de la vie éveillée et on peut ajouter aussi à cette définition une dimension, d'efficience, c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir cela avec le moindre coût énergétique. Et la notion d'équilibre qui, au sens mécanique, va se définir comme l'état d'un système, sur lequel les forces se compensent parfaitement. Dans le cadre de l'équilibre humain, on va se référer plutôt à un concept, multidimensionnel qui va renvoyer à la capacité d'une personne à ne pas tomber. Donc en donnant ces définitions-là,
Eh bien, ça nous permet, de voir et de comprendre à quel point le contrôle postural, c'est une compétence qui est centrale, dans la vie, éveillée de l'humain et notamment, pour pouvoir mener de façon, adaptée, eh bien, les différentes activités de la vie quotidienne. Et que pour avoir un contrôle postural qui est, performant dans, ces différentes situations, alors, bien de multiples systèmes, intégrateurs, transmetteurs, processeurs, effecteurs, vont devoir agir, de concert et de façon, tout à fait permanente. Et donc là, on conçoit vraiment que le contrôle postural, bah, c'est une compétence qui est hautement complexe et que, pour les différents professionnels, de santé qui sont impliqués, notamment dans la rééducation, réhabilitation, l'évaluation du contrôle postural, son entraînement, eh ben, ça va représenter un réel challenge, un réel défi. Dans ce contexte-là, disposer, d'un cadre conceptuel qui va, regrouper les principaux composants, importants, du contrôle, postural, peut être tout à fait intéressant pour, évaluer efficacement, pour développer, des interventions, complètes et efficaces. Et donc en ce sens, le cadre conceptuel qui est présenté sur cette diapositive, qui a été, développé par Fayorak, puis, amendé ensuite par Catherine Ciblet, il revêt un intérêt vraiment, particulier en identifiant 9 composants qui sont, impliqués, dans le contrôle postural. Ce cadre, il est, aussi, pertinent, quand on souhaite, dans le cadre de recherche, améliorer les connaissances, données, sur, l'altération du contrôle postural et notamment dans une situation pathologique, comme c'est le cas ici avec, la BPCO. Alors justement, bien, qu'est-ce qu'on sait, du contrôle postural dans la BPCO? Alors, ben, on a, finalement, depuis le milieu des années 2000, une littérature qui est, de plus en plus, abondante, et de bonne qualité. Et aujourd'hui, on va, disposer, bien de plusieurs revues systématiques et de plusieurs méta-analyses sur le sujet. Les résultats, de, la plus récente, revue systématique avec méta-analyse dont on dispose, c'est celle qui est présentée, donc ici sur, cette slide. Heu, qui est donc, l'œuvre de Núñez Cortés et de ses collègues, une équipe chilienne. Et donc en gros, bah, cette méta-analyse, elle nous montre que le contrôle postural des personnes avec BPCO, il est moins bon que celui de personnes sans la pathologie et ils ont montré ça, bah, sur différents tests, sur le test unipodal, sur le time up and go test et également sur un test, composite un petit peu plus complexe qui est le Bank Balance Scale. Donc, l'objectif, de mon travail de thèse, de mon travail de recherche, au-delà de ce constat, numérique, de l'altération, du contrôle postural, il était du coup de tenter d'améliorer globalement, hein, les connaissances sur cette modification de contrôle postural et également d'explorer le lien avec les activités, de la vie quotidienne que l'on a déjà, un petit peu évoquées. Alors, si on reprend, le cadre conceptuel, donc qui nous permet de nous repérer sur ce qu'est le contrôle postural, sur, quels sont les composants qui sont, impliqués. Les 9 composants du coup présentés par, les auteurs de ce cadre conceptuel, hem, nous donnent finalement une façon de mieux comprendre l'altération, du contrôle postural et une idée, pour explorer, ce contrôle postural dans la BPCO, bah, peut être, d'aller, chercher, individuellement ce qu'il en est pour chacun, des composants du contrôle postural. Alors si on revient aux tests qui sont présents dans la méta-analyse de Núñez Cortés et de ses collègues et qu'on regarde, quels composants du contrôle postural ces tests, explorent, on s'aperçoit que certains composants sont peu ou pas du tout, évalués. Et donc, ainsi, il semble que, il est nécessaire de préciser, les connaissances, sur les caractéristiques des modifications de tous les composants du contrôle postural afin, d'obtenir, une véritable vue panoramique, une vue d'ensemble, complète sur le sujet. Et donc ça a été le point de départ de ma thèse. On a, donc, afin de réaliser cette vue d'ensemble, mis en place une, revue systématique de type scoping, donc revue de cadrage, revue de la portée, si on essaie de le traduire, mais c'est pas forcément tout à fait satisfaisant.
Et donc c'est une revue de la portée qu'on a réalisée avec notre collègue Olivier Vanhove, heu notre collègue belge. Et donc on a, finalement, screené, 8 000 articles et au final, on a inclus dans cette scoping review, 89 études. Ces, études, elles nous ont, donné, bien des résultats, par rapport, aux modifications, des composants du contrôle postural dans la BPCO, et les résultats qu'on a, ils sont les suivants. On retrouve, littérature, qui nous montre des modifications, avec, vraiment des conclusions fermes pour, 7, des 9 composants qui sont identifiés sur le modèle de contrôle postural. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de façon concrète? Alors, on voit que, par exemple, pour, la stabilité statique, les personnes BPCO sont moins stables dans, les situations statiques. On voit également que la fonction musculaire, des personnes avec BPCO, elle est moins performante. Alors ça, c'est moins un scoop, on était déjà un petit peu au courant. Les limites de stabilité, des personnes avec BPCO sont également réduites. Concernant la perception, de la verticalité, là, on ne disposait pas, de données suffisantes dans la littérature pour pouvoir conclure. Vraiment aucune donnée directe, sur le sujet. Les contrôles posturaux anticipatoires et réactionnels étaient, également moins performants chez les personnes atteintes de BPCO, tout comme, la stabilité en mouvement, essentiellement étudiée, dans les études disponibles à la marche. Concernant les influences cognitives, on n'a pas pu, vraiment, établir de conclusion ferme, étant donné qu'on avait des données qui étaient, pour, le coup, contradictoires et hétérogènes sur le sujet. À savoir qu'il était, que l'impact d'une tâche, cognitive, surajoutée par rapport à une tâche motrice, bien, on n'avait pas de certitude que son effet était plus important dans le cadre dans la BPCO que, dans, la population générale. Et enfin, les intégrations sensorielles ont été montrées comme étant moins performantes, chez les personnes atteintes de BPCO. Dans le cadre de cette scoping review, on s'est, également, intéressé, au lien entre, le contrôle postural, son altération et les activités de la vie quotidienne. Et sur ce point, on avait, des preuves qui étaient assez limitées, puisque seulement, 6 études nous donnaient, des informations sur le sujet. Et dans ce cadre, le contrôle postural, semblait associé avec, des difficultés rapportées plus importantes dans les activités de la vie quotidienne, ce qui semble, assez logique. Mais dans la littérature, on retrouvait un manque de données criantes sur ce qui se passait de façon directe au cours des activités de la vie quotidienne. Donc dans le cadre de ma thèse, eh bien, cette scoping review et ses résultats, ils ont été le socle, de la suite, de ma thèse. Et donc on a pu faire émerger certaines, questions, qu'on a essayé de traiter par la suite. Donc des questions, qui s'intéressaient, bien, essentiellement au point que je viens de développer, c'est-à-dire au manque de données directes au cours des activités de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe, chez les personnes BPCO en termes de contrôle postural au cours des activités de la vie quotidienne? Également sur les associations entre le contrôle postural et différents facteurs, à la fois pour préciser l'origine de cette altération du contrôle postural, mais aussi pour, améliorer, le raisonnement clinique, l'identification, de cette altération, chez nos patients. Et puis, on a vu que, on avait certains composants du contrôle postural pour lesquels, on ne pouvait pas émettre de conclusion ferme, les influences cognitives et la verticalité. Et donc, c'était également 2 questions en suspens. Dans le cadre de ma thèse, on a eu le temps et les moyens, de s'intéresser aux influences cognitives simplement. Et la verticalité, on s'y intéressera, un petit peu plus tard. Et donc maintenant, je vais tâcher de vous présenter un petit peu les différents travaux qu'on a menés et de voir ce qu'on a un petit peu apporté au champ, ce que ça donne comme, implication clinique aussi, au final, bien sûr. Donc, débutons par les manques de données directes autour des activités de la vie quotidienne qu'on les a vécues. Donc la question de recherche, sur ce point, c'était de se positionner sur, enfin de tenter de répondre à la question, suivante: comment le contrôle postural des personnes avec BPCO est-il modifié au cours des activités de la vie quotidienne? Donc pour ce faire, on a, mis en place un projet qui s'appelait le projet Attraction, qui était une étude observationnelle transversale,
On avait recruté, pour ce faire, 16 personnes atteintes de BPCO qui étaient, donc modérées à sévères. On avait également 16 participants contrôle qui étaient appariés, sur l'âge et également, sur le sexe attribué à la naissance. Et puis après une évaluation initiale, on leur a fait réaliser une séquence d'activités de la vie quotidienne avec une capture de mouvement, ce qui nous a permis bien d'avoir une mesure directe de certains paramètres de contrôle postural par l'intermédiaire de paramètres biomécaniques essentiellement liés au centre de masse. Donc, qu'est-ce qu'on faisait faire? Bien, la séquence d'activités de la vie quotidienne, elle était inspirée d'un test qui est, déjà, existant depuis, les années, 2005, je pense, qui avait été mis en place par une équipe norvégienne qui est le Glitter, ADL et donc on a modifié un petit peu ce test-là, mais, la séquence des activités proposées était la suivante. Les participants étaient donc, invités au départ, d'une position assise, étaient invités à se lever, à marcher sur 10 mètres, monter et descendre un module qui était, constitué de 2 marches, puis se présentaient face à une étagère et face à cette étagère, ils étaient amenés donc à mobiliser, des objets, 3 objets de 1 kg, sur différents étages de l'étagère jusqu'au sol. Il les replaçait, il faisait ensuite le chemin retour vers la chaise et puis étaient réalisés 3 tours, de cette séquence, ce qui, on peut l'estimer, représente, quelque chose, d'assez cohérent et d'assez transférable dans la vie quotidienne, de nos patients. Et donc cette séquence, elle était, capturée, à l'aide, donc, technique de capture tridimensionnelle du mouvement. On équipait, nos participants, de 44 marqueurs, rétro-réfléchissants, hein, sur différentes, parties du corps et puis à l'aide de caméras qui étaient disposées tout autour de l'espace de mesure. On avait 24 caméras qui nous permettaient de suivre, du coup, les différents mouvements, au cours de la réalisation de cette séquence d'activité de la vie quotidienne et puis, au décours de ça, par reconstruction, de déterminer des paramètres, biomécaniques et donc de déterminer des paramètres d'intérêt pour, le contrôle postural. Dans ce cadre, on s'est essentiellement intéressé à des paramètres de déplacement et de variabilité du centre de masse. Et donc, les résultats, eh bien, ils sont les suivants. Quand on compare, sur l'entièreté, de cette séquence, les paramètres, de déplacement, du centre de masse et ceux dans les 3 directions de l'espace, eh bien, on observe, chez les personnes BPCO, globalement, des changements plutôt qui tendent plutôt à diminuer, sur les différents paramètres mesurés. Donc, les vitesses moyennes étaient, diminuées à la fois, dans, la direction antéro-postérieure, donc ce qui est plutôt attendu puisque lié à la vitesse de déplacement, qu'on attendait comme étant plus basse, mais également, dans la direction médio-latérale et également, dans, la direction verticale. On retrouvait également des modifications sur les paramètres de variabilité, qui étaient retrouvés comme étant, moins importants chez les BPCO, dans les directions médio-latérales et verticales et également on retrouvait des différences significatives en termes de vitesse pic, verticale. Donc la vitesse, maximale du centre de masse dans la direction verticale. Au-delà de cette analyse sur l'entièreté de la séquence, on s'est demandé aussi, est-ce qu'on a des différences entre, les différentes, tâches, qui sont réalisées, dans cette séquence d'activité de la vie quotidienne? Et on a retrouvé, des différences significatives pour certaines de ces tâches, mais pas pour toutes les tâches et les différences les plus notables étaient, retrouvées pour, les tâches, menées, à l'étagère, donc la mobilisation des objets, également et plus discrètement, dans le franchissement, de l'escalier et dans le transfert retour à la chaise, qui était, également, significativement, différent. On retrouvait pas de différence, par contre sur la marche, voilà, de façon un petit peu plus surprenante, ni, sur le transfert assis, marche. Alors, bon, c'est des chiffres, qui peuvent être un petit peu difficiles d'accès. Comment est-ce qu'on interprète ça? Qu'est-ce qu'on en tire finalement de cette observation brute? Heu, donc on a une stratégie en tout cas observée chez les BPCO qui semble différente. Ça c'est un 1er point avec une diminution des déplacements du centre de masse et on l'a vu dans les 3 directions de l'espace et également une tendance à diminution de la variabilité
de la vitesse et des déplacements du centre de masse. Donc, une des interprétations, potentielles de cette stratégie, c'est de dire que cette stratégie, elle est plus conservatrice, dans le sens où les personnes avec BPCO se tiennent finalement plus éloignées, de leurs limites de stabilité. Alors, être plus éloigné de leurs limites de stabilité, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres situations pathologiques dans la littérature de façon plus globale? Oui. Même si on a assez peu de données dans la BPCO, il y avait une étude, de l'équipe de Jennifer Yentes et de Fala Tafti, qui a été menée à la marche, où on retrouvait, quelque chose de relativement similaire avec, l'augmentation, de cette stratégie, avec plus de marge finalement pris par les patients atteints de BPCO. Et c'est aussi quelque chose, qu'on va observer dans d'autres conditions pathologiques, comme, certaines conditions, neurologiques comme, les maladies de Parkinson et également, qu'on retrouve dans des conditions émotionnelles comme l'exposition à l'anxiété ou à la menace, où on va avoir, aussi un éloignement, des limites de stabilité, finalement une marge prise par, les personnes qui est plus grande. Concernant, la variabilité et l'évolution de la variabilité, eh bien là, l'interprétation est peut-être un petit peu plus différente. Néanmoins, la variabilité des mouvements du centre de masse, il est décrit comme étant, nécessaire par certains auteurs, au comportement exploratoire du contrôle postural, à savoir que, c'est important, qu'on ait des déplacements du centre de masse pour s'adapter au mieux à certaines situations, pour explorer, de façon fine, la situation à laquelle, on est confronté et que, eh bien, une diminution, cette variabilité pourrait signer une réduction de ce comportement, du rôle exploratoire, du contrôle postural et peut-être par extension, donc une moins bonne, stabilité. Heu Même si sur ce point, ce que je vous dis là, reste extrêmement, indirect et donc, pour ce point, je resterai, tout de même prudent, mais ce sont des hypothèses d'interprétation qu'il faut, aussi évoquer. Donc, ça c'est le 1er point sur les activités de la vie quotidienne. Ensuite, on s'est intéressé donc aux différents facteurs qui pouvaient être associés avec, cette altération du contrôle postural. Et finalement, il y a aussi, quelque chose qui nous a interpellés à ce moment-là, c'est que le contrôle postural, on peut le mesurer de beaucoup de façons différentes et qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet. Donc, nous, on s'est dit: «On va essayer de le faire de façon un petit peu différente». On peut le faire de façon directe, comme on vient le voir avec des paramètres biomécaniques. On peut le faire aussi de façon un petit peu plus fonctionnelle et notamment, comme c'est le cas dans nos pratiques cliniques, habituelles, à l'aide de différents tests de terrain et on peut espérer, être plus complet d'un point de vue conceptuel quand on emploie des tests composites. Donc, on a, étudié, les facteurs associés avec le contrôle postural dans les 2 situations, à la fois quand on mesure le contrôle postural avec un test composite et puis ensuite quand on mesure le contrôle postural de façon plus directe au cours des activités de la vie quotidienne. Co Commençons par la mesure du contrôle postural par le test composite. Alors, donc, ici, on a, une étude qui a été menée, avec, mes collègues, du centre hospitalier des Pays de Morlaix, Marc Beaumont et Loïc Perran et également un Cécile Berriet et donc sur cette étude, au doux nom de Spoon, on a, inclus 73 personnes qui participaient à un programme de réadaptation respiratoire et ces 73 personnes, elles étaient amenées à faire un test composite de contrôle postural, en l'occurrence le Brief Best Test qui est un test intéressant, pour le coup, hein, sur le contrôle postural. Et en fonction du résultat, à ce test et aux valeurs normatives existantes, eh bien, les personnes, avec BPCO étaient, catégorisées, soit dans un groupe contrôle postural réduit, soit dans un groupe contrôle postural préservé. Et donc on comparait ensuite, les différents, groupes afin, de connaître, les facteurs discriminants, les caractéristiques des personnes qui étaient, dans chacun des groupes. Donc simplement, peut-être, aussi rappeler que donc on avait 73 personnes au départ et que selon la classification, 43 personnes, BPCO étaient classifiées dans le groupe contrôle postural réduit, ce qui représente 59 tout de même, des participants au départ. C'est aussi pour rappeler que, cette altération de contrôle postural, elle est fréquente, chez les personnes atteintes de BPCO.
Alors, quelle différence, on avait entre les groupes contrôle postural préservé et contrôle postural réduit? Eh bien, on observait des différences sur plusieurs points. Donc, quand on faisait une comparaison entre, les 2 groupes, on observait une différence, notamment, sur, les gaz du sang, puisqu'on avait une PaO2 qui était, plus basse dans le groupe, contrôle postural réduit, et ce de façon significative. On avait des différences qui étaient notables également sur les scores de qualité de vie, Saint-Georges et CAT, et qui étaient vraiment à leur paroxysme, sur, le sous-score, du questionnaire Saint-Georges qui était lié aux symptômes et donc, également, à la dyspnée. Puis on avait aussi, des différences significatives en termes d'anxiété. Donc les personnes avec un contrôle postural réduit avaient des scores d'anxiété qui étaient, plus élevés. Au-delà, des différences significatives, je tenais aussi à vous montrer, certaines tendances, on était proche de la significativité, mais pour lesquelles on avait tout de même des tailles d'effets qui étaient, importantes, et donc je pense que c'était aussi important de les mettre en avant, notamment sur la composition, corporelle, donc via, l'indice de masse corporelle qui était, notablement, plus important dans le groupe contrôle postural réduit. Dans le groupe contrôle postural réduit, pardon, on avait, également une force musculaire inspiratoire qui était, abaissée, et certains indices de dyspnée au score multidimensional, dyspnea profile, qui étaient, également plus élevés, dans le groupe contrôle postural réduit. Dans le cadre de cette étude Spoon, on a aussi, souhaité, essayer de réaliser un modèle de régression, donc une analyse, multivariée, afin d'obtenir une équation qui pourrait potentiellement, servir à la détection, plus facile, des personnes avec un contrôle postural altéré. Et donc du coup, dans ce cadre, on a développé cette équation, et le modèle le plus performant, que l'on a pu établir, eh bien, il regroupait, les différents facteurs suivants: la qualité de vie liée aux symptômes, via le questionnaire Saint-Georges et son sous-score symptômes, la PaO2, la pression inspiratoire maximale et l'indice de masse corporelle. Donc cette équation, elle est utilisable telle quelle. On a donc estimé heu, sa sensibilité et sa spécificité, mais elle mériterait, pour le coup, en termes de prédiction, une validation, prospective et longitudinale, ce qui n'est pas le cas, à l'heure actuelle. Donc voilà quelques facteurs, quand même, qui ont été identifiés comme, significativement, associés avec une altération de contrôle postural, quand on le mesure avec un test composite. Est-ce qu'on observe la même chose, les mêmes facteurs associés quand on, on mesure directement le contrôle postural au cours d'activités de la vie quotidienne? Donc bah, là, on a repris les données de notre projet Attraction avec ces données biomécaniques, ces données de déplacement, de vitesse, de variabilité du centre de masse. Et puis, on a examiné certains facteurs de composition corporelle, de force des muscles inspirateurs, de dyspnée, de douleur, de cognition, de chute ou de peur de chuter, également d'activité physique et de sédentarité. Alors ici, dans un premier temps, on a donc mené des analyses bivariées. Alors quels sont les facteurs, qui, sont associés avec les paramètres, de centre de masse? Alors, bah, il y en a plusieurs, hein. On a, essentiellement tout de même un facteur qui ressort, de façon extrêmement significative, et avec plusieurs paramètres, de centre de masse. C'est, la dyspnée qui était, dans ce cas mesurée à la fin de la séquence d'activité de la vie quotidienne qui était réalisée par, les patients. Et donc là, on a des associations qui sont, modérées à fortes, pour 5 des 6 paramètres de contrôle postural mesurés directement au cours de cette séquence. Donc intéressant pour la dyspnée. On retrouvait également, d'autres facteurs qui étaient associés: l'âge, l'index de Charlson qui, mesure, les comorbidités, hein, le nombre, de comorbidités. Et puis, on avait également, de façon un petit peu plus discrète, mais tout de même pour certains, paramètres de contrôle postural, une association avec, la force des muscles inspirateurs. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques facteurs, qui sont retrouvés, dans les 2 cas, qui reviennent un petit peu. Et dans le cadre de cette étude, on s'est, aussi intéressé, on a essayé aussi de développer des modèles, multivariés. Donc on a fait une analyse, hein, avec des modèles généraux linéaires, pour essayer de voir,
si quand on regroupait ces différents facteurs ensemble, certains gardaient un effet, on va dire, indépendant sur les différents facteurs de contrôle postural et bien dans le cadre de cette analyse-là, il apparaissait surtout que, encore une fois, c'était la dyspnée éprouvée par les personnes qui était associée de façon significative et ce pour, encore une fois, 5 des 6 variables de contrôle postural que l'on mesurait avec des associations qui étaient tout de même intéressante. Et un autre point qui est à noter dans cette analyse, c'est qu'on ne retrouvait pas d'interaction entre le groupe et la Disney. Ça veut dire que cette association, elle était aussi présente chez nos sujets, nos participants, pardon, contrôle, même si il faut bien noter que les intensités de Disney reportées, évidemment, dans le groupe contrôle, étaient nettement moindres, même s'ils n'étaient généralement pas nuls à la fin de cette séquence d'activités de la vie quotidienne. Mais cette relation entre Disney et contrôle postural dépasse peut-être le cadre de la BPCO seule. Et ça, c'est un point qu'on pourra rediscuter aussi si vous le souhaitez. OK, donc les facteurs associés, très bien. Et puis le dernier grand pan qu'on a essayé bien d'investiguer, c'était sur les influences cognitives, puisque, je vous le redis, on avait des conclusions qui étaient hétérogènes, qui étaient contradictoires dans la littérature. Et puis on a donc essayé d'apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice sur ce point-là. Donc, toujours dans le cadre du projet Attraction, qui avait finalement plusieurs tiroirs, on a également demandé à nos participants BPCO et nos participants contrôle de réaliser 2 time up and go, un time up and go test de façon classique, et puis un deuxième avec une tâche cognitive surajoutée où on demandait à nos participants de compter à rebours en partant de 100 et en enlevant 3 à chaque fois. Alors, pas si simple que ça, et on peut discuter de la validité écologique de cette tâche, mais c'est quelque chose qui est communément employé quand on fait de la double tâche dans les études antérieures et qui nous permettait aussi du coup une meilleure comparabilité avec ces différentes études. On avait toujours notre système d'analyse tridimensionnelle du mouvement, nos marqueurs, et donc on avait également la possibilité de calculer les différents paramètres de centre de masse. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait finalement dans cette analyse? Est-ce qu'on avait une influence de la condition cognitive sur ces paramètres de centre de masse? Oui, il y avait un effet de la condition cognitive. Compter à rebours avait un effet à la fois sur la durée de réalisation, ce qui était attendu et cohérent avec la littérature, et puis ça avait aussi un effet de façon globale, si on prend l'entièreté de nos participants, sur plusieurs paramètres de centre de masse. Mais par contre, on ne retrouvait pas d'interaction entre la condition cognitive et le groupe, ce qui signifie en l'état que la condition cognitive, que l'effet de la condition cognitive ne semblait pas différer si on était atteint de BPCO ou pas. Donc, on apportait finalement plutôt quelque chose qui semblait dire que l'effet de la tâche cognitive n'était pas différent dans la BPCO, dans la population générale. Donc voilà le panorama un petit peu de ce qui a été fait dans le cadre de ma thèse. Je pense que ça peut nous amener à certains points clés, hein, quelques bullet points qu'on peut ressortir et qui me semblent importants. Le premier, c'est quand même de se dire que oui, c'est pas qu'une lubie de chercheurs, cette altération du contrôle postural. Cette altération, elle n'est pas toujours visible, mais elle est fréquente. On estime à la fois dans l'étude qu'on a menée, l'étude Spoon, mais dans d'autres études qui sont disponibles dans la littérature, que 50 à 60% des personnes BPCO vont souffrir de cette altération-là, et ce, à tous les stades de la pathologie, donc y compris à des BPCO de stade légère, comme évidemment à des BPCO très sévères. Cette altération, au-delà d'être fréquente, elle peut aussi être polymorphe. Elle va être aussi polymorphe. Et quand je dis polymorphe, ça veut dire qu'elle va potentiellement prendre des formes différentes en atteignant potentiellement plusieurs composants du contrôle postural, mais
avec des présentations cliniques qui peuvent être fortement différentes d'une personne à l'autre. Et ça, je pense que dans notre expérience clinique, c'est quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on observe au quotidien avec nos patients atteints de BPCO qui ont une forte variabilité sur les présentations cliniques et le contrôle postural et ses composants n'échappent pas à cette variabilité. Donc, ce point avec l'altération polymorphe, ça nous amène à penser que l'évaluation du contrôle postural, elle doit se faire de façon la plus complète, la plus holistique possible, c'est-à-dire que, étant donné qu'une grande majorité de composants pouvant être modifiés, eh bien, si on veut évaluer de façon efficace, de façon pertinente le contrôle postural de ces personnes, alors eh bien, on doit être amené à employer des outils qui nous permettent l'évaluation de l'entièreté de ces composants. Cette évaluation complète, cette évaluation holistique, elle nous permet aussi, en cascade, en conséquence, de planifier, de mettre en place des interventions qui vont vraiment être fitées en fonction de notre évaluation. Et donc je pense que c'est un coup d'avance finalement, quand on réussit, à avoir cette évaluation, cette espèce de médecine, de précision, qui nous permet vraiment de fitter notre intervention en fonction, des résultats de cette évaluation. Enfin, évidemment, ben, ça nous amène, ces investigations-là, ces recherches à beaucoup de perspectives, pour la suite, que ce soit sur, les composants, du contrôle postural, sur les conséquences aussi de cette altération du contrôle postural, sur, d'éventuelles interventions, sur, le lien avec, la dyspnée, sur les évaluations optimales, que l'on, peut recommander, et encore, bien, d'autres points, que l'on pourrait, développer. Avant de terminer, je voudrais juste, revenir sur, ce qu'on essaie de mener maintenant en termes donc finalement de continuité de programmation de recherche et puis de terminer avec, 3 points, sur les implications, cliniques, de ce travail. Donc, d'abord en termes de perspective de recherche, donc on a une continuité, et on va essayer, donc dans un premier temps, de compléter les connaissances sur, un composant du contrôle postural qui n'a été, quasiment pas investigué pour le coup, hein, dans le cadre de la BPCO et donc on est en train de mettre en place une première étude sur la perception de la verticalité chez les personnes atteintes de BPCO. Est-ce que cette perception est différente? Heu, on a des raisons, de penser que cette perception, en tout cas, peut être différente puisque la représentation spatiale, c'est un système, encore une fois, qui est complexe, et dans lequel, certaines zones cérébrales, qui sont impliquées dans cette représentation spatiale, eh bien, ont été rapportées comme étant modifiées dans le cadre de la BPCO. On sait qu'on a des modifications en termes de volume de substances grises, de substances blanches et on a une concordance de certaines de ces zones, donc c'est une piste de travail qui est intéressante et qu'on va essayer de développer dans les mois à venir. Et puis, on a une deuxième grande piste de travail, sur l'exploration de cette relation entre la dyspnée et le contrôle postural, chez les personnes avec, BPCO. Et donc, l'idée du projet, Learn qu'on est en train de développer, c'est de tester, l'effet de modulateurs, de la dyspnée, donc des petites interventions dont on sait qu'ils peuvent avoir un effet transitoire, sur la dyspnée. L'idée, c'est de se dire, est-ce que si on emploie ces modulateurs, au cours de tâches simples, comme la marche par exemple, est-ce que, eh bien, ils ont le potentiel à la fois, d'agir sur la dyspnée et en cascade, sur le contrôle postural, des personnes BPCO, auquel cas, eh bien, les implications sont intéressantes, évidemment, sur le risque de chute, sur la facilité de réalisation, des activités de la vie quotidienne chez nos patients. Enfin, pour, terminer, je voudrais, donner un petit peu 3 implications cliniques, qui me semblent, importantes. La première, c'est un peu une redite, mais c'est garder à l'esprit que cette altération, elle est, fréquente, cette altération du contrôle postural. 50 à 60 des personnes BPCO. Et puis qu'elle est, importante. Importante parce qu'elle peut avoir des conséquences, qui sont, également, potentiellement graves chez ces personnes-là. Graves sur, les difficultés qui sont rencontrées au quotidien,
dans la réalisation des activités de la vie quotidienne et grave aussi parce que évidemment, eh bien, ces altérations de contrôle postural, elles peuvent amener, des chutes et donc avec, tout la cascade, potentiellement, dramatique ou complexe, que ça peut engendrer chez, les personnes atteintes de BPCO. Deuxièmement, en termes d'implication clinique, on a parlé de certains, facteurs, qui pouvaient, nous aider finalement à identifier, à pré-identifier finalement que certaines personnes pouvaient être plus à risque de présenter un contrôle postural altéré parce que c'est pas forcément quelque chose qui nous vient à l'esprit d'entrée quand on reçoit un patient avec BPCO et donc on peut penser que la connaissance, des facteurs qui y sont associés, peut nous aider à renforcer notre, raisonnement clinique et se dire: «Chez tel patient, il y a vraisemblablement un intérêt à lui poser la question sur les chutes qu'il a pu connaître, sur, également, les instabilités, qu'il ressent, dans son quotidien», heu, en ayant, préidentifié, et connaissance de ces différents facteurs, donc ceux qu'on a vus, et on ne dispose pas forcément de tous, mais la dyspnée, les comorbidités, la force des muscles inspiratoires, la qualité de vie, plus altérée, même si fortement non spécifique et ou encore, donc l'indice de masse corporelle, plus élevé. Enfin et peut-être le dernier point, eh bien, c'est de conseiller, de recommander, l'emploi si c'est possible et si on doit évaluer, l'équilibre, donc le contrôle postural de ces personnes, l'emploi de tests, qui vont couvrir un nombre important de composants du contrôle postural et à l'heure actuelle, dans le cadre de la BPCO en tout cas, notre recommandation, elle se porte, sur le Brief Best Test qui est un test composite, mais qui reste relativement court, donc faisabilité importante. On va dire qu'on est entre 5 et 10 minutes de réalisation, qui va couvrir un nombre important de composants du contrôle postural et qui, dans le même temps, possède des qualités métrologiques qui sont intéressantes. Quand je dis qualité métrologique, c'est un test qui est fiable, qui est réactif, donc qui sait montrer quand il y a un progrès au cours au décours d'une intervention et qui est aussi un bon prédicteur de chute chez les personnes atteintes de BPCO. Je vous remercie, de m'avoir écouté. Je voudrais aussi, par là même, remercier, tous, mes collaborateurs, directeurs, collègues, qui ont rendu, cette, thèse possible et donc, je vais laisser un petit peu afficher cette diapo et puis, je serai évidemment ravi, d'échanger, sur, les sujets qu'on vient d'évoquer.